Et 20h30. Donc, on commence. Bonsoir à tous. Premier PVDM de la saison. Le format toujours le même. Un thème, un intervenant. Aujourd'hui, on accueille Renaud. Bonsoir Renaud. Une vidéoconférence sous Zoom, 30 à 45 minutes de présentation, 30 minutes d'échange. Alors, je vous recommande de poser toutes vos questions à travers le chat et je reprendrai vos questions en fin d'intervention pour les poser à Renaud. Et on commence directement à 20h30. Le programme est affiché. Ce soir, ça sera comité aura, vous savoir. Et vous avez des sessions planifiées sur décembre, janvier, février, mars, avril et mai. Renaud, bonsoir, c'est à toi. J'arrête le partage. Merci, bonsoir à tous. Donc, Renaud, qui est président du comité Aura. Ma présentation va être simple, une première présentation plus technique sur l'environnement euh, de ce qu'est le comité Aura. Et puis surtout, après, on parlera des perspectives et puis je répondrai évidemment à toutes les questions que vous aurez à poser. J'espère être suffisamment intéressant pour qu'il y en ait assez. Voilà. Donc, le comité Aura. Comité Aura, donc évidemment, il se situe, c'est une OD, un organisme déconcentré. Donc, vous avez une organisation sous forme pyramidale avec la fédération, donc au niveau national, les 17 comités régionaux répartis sur la France et Outre-mer, euh, puis ensuite les comités départementaux. Alors, je vais pas compter le nombre qu'il y avait, mais voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'organise. Et puis, évidemment, vous avez en bout de chaîne les clubs et les licenciés. La fédération, ça représente environ 130 000 licenciés. Je vais pas trop m'appesantir sur les chiffres, vous donner quand même des ordres généraux. Euh, c'est bien un petit peu de savoir un peu le contexte dans lequel on évolue. Le comité Aura, pour le coup, lui, c'est 12 clubs, enfin 13 départements, mais il y a un CODEP qui a deux départements. C'est pour ça qu'on n'a que 12. Et vous avez, ça représente 14 563 licenciés sur l'ensemble de la région. Donc, vous fait grâce de l'ordre croissant du nombre de licenciés. Et voilà un peu comment ça se répartit sur le territoire. Autre chiffre qui est bon à savoir, euh, le comité aura donc l'ensemble des CODEP délivre, en tout cas ont délivré pour la saison 2023-2024, 5 859 brevets. Quand je dis brevets, c'est tout confondu, toutes les commissions confondues. Hein, c'est de la bio, c'est de la technique, c'est de la vidéo, c'est enfin voilà, toutes commissions confondues. Le budget annuel du comité aura, c'est 1 100 000 à peu près. Pour vous donner un ordre d'idée, et je vous ai mis ces chiffres-là parce que pour moi, ils sont parlants. On a une salariée qui travaille pour le comité, parce qu'effectivement, il y a quand même une grosse charge de travail. Ça représente donc 50 000 euros de masse salariale. Pourquoi je vous le donne? Parce que c'est 4% finalement du budget annuel. Et les frais de fonctionnement du CODEP représentent seulement 2%. Alors, si je vous donne ça, c'est pour vous démontrer en tout cas que le comité aura euh, gère l'ensemble de ses activités et consacre plus de 94% de l'ensemble des produits pour faire travailler ses commissions, subventionner les CODEP, etc. Alors, vous allez voir un peu plus loin un petit peu quelles sont les missions. Euh, alors, je vous rappelle quand même que ce comité que je représente est élu seulement depuis le 22 juin de cette année, suite à la démission de l'ancienne mandature, et que donc il a été élu pour une mandature de 4 ans, c'est-à-dire une Olympiade, et néanmoins il y aura quand même une assemblée générale au mois de novembre, puisqu'il faut quand même élire les présidents de commission, et puis faire un petit peu le rapport moral, le rapport financier de ce qui s'est passé dans ce laps de temps.
Les missions. Les missions du comité, alors elles sont assez larges finalement. Je vais essayer de les synthétiser parce que je ne veux pas vous noyer non plus dans le détail de tout ce qu'il y a à faire. Mais la première de ces missions, en tout cas, c'est la promotion de la plongée et de l'ensemble de ses activités. C'est évidemment le relais naturel des politiques nationales. Ça veut dire que, à un moment donné, les priorités qui sont données ou les axes qui sont portés par le national sont évidemment reconduits au niveau régional, puis ensuite départemental. Et ben, notre mission, c'est de veiller à ce qu'effectivement, il y ait un relais naturel et logique qui se fasse entre le national et le local. Le relais institutionnel, parce que on est quand même une grande association, et une association qui évidemment a des relations, et puis ces relations, elles nous aident y compris dans nos activités, donc évidemment on est en permanence en contact avec les différents politiques, que ce soit local, territorial, régional, que ce soit jeunesse et sport, que ce soit simplement des municipalités, pour mener à bien nos missions, sachant qu'après, mais vous le verrez après, il y a tout un maillage qui est important et qui va nous aider à concrétiser un certain nombre d'actions que nous menons. Et évidemment, l'organisation du championnat est du ressort de la région. Euh, donc il a comme but d'organiser, de promouvoir, de veiller à ce qu'il y ait une vraie vie associative et active sur les régions et les championnats en sont évidemment un des reflets. Outre cette partie de sa mission, évidemment, il y a un rôle de coordination. Coordination avec les cadets, coordination avec les commissions. Les CODEP, il va de soi, comme je disais, à partir du moment où la région est un relais, forcément, elle décline ses politiques, y compris sur les départements. Au niveau des commissions, puisqu'on a des commissions régionales qui sont le reflet des commissions départementales, elles ont chacun leur rôle, alors évidemment plus axé sur les championnats, mais tout comme les commissions régionales sont, euh, je dirais, le pendant des commissions nationales, ben, la déclinaison se fait y compris au niveau départemental. Donc c'est important parce que chacun a son rôle là-dedans. Les départements sont très proches des licenciés des clubs et donc il est logique que les commissions travaillent très localement, je dirais même presque plus facilement. Et les commissions régionales, elles, évidemment, interviennent sur les territoires départementaux, mais sur des aspects un peu plus globaux que ne le font les CODEP. Euh, Ça a l'air de rien, mais c'est important parce que ça permet la transversalité, ça permet y compris ben, qu'on aille tous dans le même sens. Et le développement des uns et des autres contribue finalement à une meilleure visibilité et au développement de l'ensemble. Et puis un gros volet aussi du comité, évidemment, c'est les finances. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le comité aura, c'est plus d'1,1 million de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est déjà un gros budget. Euh, Notre rôle, c'est la recherche de subventions, la recherche de financement pour évidemment pouvoir financer les activités des commissions, et cela au niveau régional, mais tout comme au niveau départemental, parce que chaque département, en fait, les CODEP, les commissions départementales, font des demandes d'action qui sont supportées par le comité régional via des règles qu'on a fixées. Donc, vous imaginez bien que euh, devant être le support finalement de l'ensemble de ces activités, il ne faut pas faire n'importe quoi et surtout, on a besoin de trouver de l'argent. Et donc, comme je disais, subventionner les activités. On subventionne évidemment tout ce qui est régional, ça va de soi, mais plus largement aussi euh, les CODEP et les actions départementales. Tout ça se fait en bonne intelligence, hein. Il y a une réflexion qui est menée, des règles qui sont affichées, et ensuite sont étudiées tous les demandes à une date spécifique de l'année à laquelle on fixe les budgets
Euh, et puis on essaie d'avancer comme ça. Je dirais la bonne intelligence. Je ne ferai pas le procès de l'ancien de mes prédécesseurs ou quoi que ce soit. Je veux simplement dire que ce qui est important, je pense, euh, c'est qu'il faut avoir une certaine souplesse. Le bénévolat est extrêmement important dans notre activité. C'est le support premier de tout ce qu'on fait. Euh, Dès lors, il faut laisser la place à la capacité d'initiative et pour ça, il faut pouvoir aider à la réalisation d'actions. Alors évidemment, par le biais financier, parce que c'est le plus facile pour nous. Enfin, le plus facile, c'est en tout cas celui qui aide le mieux, en tout cas. Euh, et, faut, et donc, même si effectivement on fixe le budget une fois par an, euh, je dis à ceux qui veulent bien m'entendre que s'il y a des actions qui doivent être notées, le budget prévisionnel reste un budget prévisionnel, à savoir que donc il est à tout à fait à la moitié de l'année, ou peu importe la date d'ailleurs, le réviser s'il y a des choses intéressantes et qu'on rajoutera tout simplement, si ça le mérite, au budget global. Voilà, donc le comité aura, donc est un organisme déconcentré, et donc là, on fait juste une petite synthèse pour faire le lien entre les politiques nationales et les politiques locales. Il est là pour aider à la réalisation d'actions et au développement de la plongée. Et c'est aussi un organe, je dirais, de référent euh, pour toutes les questions qui pourraient se poser, c'est-à-dire faire remonter à un moment donné une problématique locale, départementale, vers le national, pour qu'il y ait une prise en compte à un moment donné d'une question, quelle qu'elle soit, pour qu'elle soit posée, réfléchie et à laquelle on pourra apporter une réponse le plus rapidement possible. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué en bas du slide, vous avez les commissions. Donc, vous avez comme un peu tous les CODEP, hein, la commission, la PSP, la Navy, la Napalm, le hockey, la bio, la photo, le tir sur cible, la plongée souterraine, la technique, l'apnée. Et si les quatre autres logos, enfin, il y a l'archéo aussi qui est pleinement une commission, l'Andisud n'est plus une commission. L'Andisud a été retiré en fait. C'est un peu le chapitre à part. De toute façon, il y a la commission juridique, la commission médicale et l'Andisud, qui sont vraiment des sections un petit peu à part, puisque ce ne sont pas elles n'ont pas vocation à faire de l'action. Je parle, alors, hormis l'Andisud, évidemment. Euh, mais vous voyez qu'en tout cas, le plateau, le panel des activités de la fédération, il est large et il faut réussir à ce que tout le monde puisse travailler ensemble sur un même objectif. Et la technique en est un parfait exemple dans la mesure où, dans la technique, vous allez retrouver finalement des compétences de pas mal des autres commissions qui, elles, évidemment, peuvent apporter à la technique. Par exemple, ça part de spécificités pour améliorer encore la formation des cadres. J'en profite pour dire que la vocation première des CTD, des CTR, est essentiellement la formation de cadres. Je sais que des comités départementaux élargissent leurs compétences à la formation de plongeurs loisirs. Ce n'est pas la vocation première. Ils le font parce qu'il y a une nécessité, un besoin qui s'est fait ressentir, et c'est du ressort de euh, son comité. Euh, voilà, bah, globalement, je vous ai présenté à peu près le comité. Donc, je ne sais pas où j'en suis du temps, parce que je ne suis pas chronométré. Euh, Mais je pense il est plus simple qu'on aille tout de suite vers les On est à questions-réponses. 14 minutes. 14 minutes, Ah donc oui, ça fait. ouais, ouais, y a pas de souci. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, parce que à la limite, je pourrais avoir encore plein de choses à vous dire, mais je préfère qu'on passe sur une phase un peu plus active, proactive, avec des questions-réponses.
qui, je pense, qui pourront satisfaire plus l'audience qu'autre chose. Donc, je ne sais Alors, pas si Lionel, tu as eu des questions entre-temps. non, pour l'instant, j'en ai pas eu. Mais moi, j'en ai quelques-unes. Ah ben parfait. Donc, tu parles le temps, ça permettra aux autres d'en poser sous le chat. Donc, quelques questions. Vous êtes combien au comité? Tu peux Alors, nous dire? oui, il y a 22 personnes. 22 personnes, d'accord, 23 avec le représentant des SCA. d'accord, très Parce bien, que je dis ça parce que le 22, en fait, ce sont des élus en Assemblée générale, tandis que le représentant du CSCA, lui, il est aussi élu, mais il est désigné par les SCA. C'est deux modalités de vote différentes. d'accord. Donc, les élections, j'ai compris qu'elles avaient déjà été faites. Vous reproduisez une élection bientôt là pour les commissions, c'est ça, hein? Ouais, alors c'est un peu. Alors ça, c'est déjà. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. C'est trois assemblées générales en une année. C'est quand même pas commun. Oui, il y a eu des missions de l'ancien comité, et du coup, forcément, avec l'organisation des assemblées générales électives anticipées, à laquelle le comité a été élu, et ensuite on rentre, je dirais, dans une formule un peu plus classique avec à sa fréquence, donc une assemblée générale en fin d'année pour l'élection des présidents qui n'ont pas pu être élus, évidemment, sur la précédente année. Qui vous élit? Qui vous élit? Ouais, vous élit, en fin de compte. Qui c'est qui nous élit? Ce Ouais. sont les clubs, Mhm. uniquement les clubs d'ailleurs. Et les présidents de club. Alors, président ou délégué, mais c'est un club, j'allais dire une voix pour faire simple. Même si après, en fonction de la taille, ça représente plus ou moins de voix. Mais en tout cas, c'est un club qui vote à chaque fois. D'accord. Et donc, tous les présidents sont invités à cette AG Tout à fait. pour élective. Tout à Très fait. bien. Vous avez donc tous les ans, il y a une AG. Alors, il y a une AG tous les ans, oui, c'est statutaire. En Oui. fait, c'est un cycle. Vous avez chaque année une AG durant laquelle on va présenter en fait le rapport moral, le rapport du secrétaire, le bilan, le budget prévisionnel. Et puis à ce moment-là, l'Assemblée générale, donc donne quitus ou pas, il vaut mieux qu'elle le fasse, ce qui veut dire qu'elle est en accord avec la politique menée par le comité. Et ensuite, tous les 4 ans, par contre, il y a la refonte complète, puisque là, on passe sur une Assemblée générale élective. Vous vous rencontrez tous les combien avec les membres du comité, en fin de compte, c'est en termes de charge. Alors, alors moi qui étais président du comité départemental, là, on est sur une fréquence plus soutenue. Mais plus soutenue d'abord parce que, il y a le début. Donc, on est à l'organisation finalement de ces 4 années à venir. Donc, il y a matière à travailler. Alors, en réunion stricte, on est sur à peu près la même fréquence. On est sur 5, enfin, ça dépend, 5, 6 réunions annuelles. Mais par contre, il y a beaucoup de groupes de travail entre les deux, des réunions avec les présidents de CODEP, les présidents de commission. Donc là, on est sur une fréquence un peu plus soutenue. Les réunions se font à des endroits Alors, particuliers, ou en visio, comment ça se non, passe? Dis-nous en plus, un petit peu eh ben, plus. je te remercie de poser la question parce que c'est quelque chose qui est important. C'est une volonté qu'on a. En fait, on a décidé que toutes les réunions, on allait les passer sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, on va pas en fait les faire qu'à un seul endroit où les gens se déplaceraient toujours au même endroit, même si ça peut être pratique parce que Lyon est central. Mais on a décidé donc en fait de changer de département à chaque réunion. Voilà, ça permet de voir les territoires, de rencontrer aussi les locaux, et ça permet aussi de répartir les charges de transport des uns aux autres en toute impartialité. Entre-temps, j'ai reçu trois autres questions, là, je vais te les poser. Donc, combien de présidents de commission seront élus lors de l'AG de novembre? Alors, normalement, il y en a 12. Il y a 12 commissions, donc logiquement, il y a 12 présidents à être élus. OK. Euh, se présenteront, alors, une deuxième question, se présentent-ils seuls ou avec des équipes? Et par Non, qui sont-ils élus?
Ok. Par les présidents Alors, de club ou par le comité Aura? Comment ça se passe? Est-ce que alors, tu peux nous en dire plus? alors, en fait, d'abord, on suit des règles statutaires, c'est-à-dire que l'organisation d'une assemblée générale élective, elle ne se fait pas n'importe comment. Il y a des délais à tenir avec des documents à fournir. D'ailleurs, les documents seront tous disponibles sur le site du comité Aura en ce qui concerne donc à la fois les candidatures, les documents comme les bilans, les budgets, etc. Tout ça, ce sera à disposition, mais c'est statutaire, c'est une obligation. Les présidents de commission sont élus par les présidents de club, de la même manière que le comité, hein. On est sur le même mode électif. Par contre, ils ne construisent pas une liste. Là, pour le coup, lui est élu et ensuite il va désigner en fait le président adjoint enfin, et un vice-président. Y arrive-t-il d'y avoir deux, trois personnes pour Candidature pour un seul Oui, poste. oui, Je dirais que c'est la vie démocratique, donc ça peut bien sûr. arriver, forcément. Euh, et je le vois plutôt d'un bon œil, généralement. C'est qu'il y a du débat, c'est qu'il y a un échange d'idées. Donc, non, non, oui, c'est tout à fait possible. Alors D'accord. aujourd'hui, le mode électif se fera encore en présentiel, donc un vote sur place. On prévoit, tout comme d'ailleurs le national l'a prévu, y compris dans ses statuts, puisque lui est sur une élection à distance, un vote à distance euh, pour, pour son AG de fin d'année. Et les statuts prévoient qu'effectivement les régions soient également sur ce mode de scrutin, qui me semble en plus une bonne idée dans la mesure où effectivement, je dirais, à l'appui de ce qui a déjà été fait, on se rend compte qu'effectivement on a plus de réponses en vote par correspondance qu'en vote en présentiel. Donc ça veut dire une plus grande expression et donc une plus grande démocratie. Mais ça viendra dans un deuxième temps, puisque entre-temps, il faut aussi qu'on l'inscrive dans les statuts pour que ça puisse se faire. Une autre Renaud, est-ce- question? Vas-y, vas-y, Pat. Vas-y, chérie. euh, je peux apporter un petit bémol. Bien sûr. Enfin, quand on aura 11 commissions qui vont être élues, parce que la 12e, tu te rappelles, elle est en suspens pour l'instant parce qu'il Oui, n'y a pas de candidat. c'est ça. Et que le Handisub est une mission et que le Handisub, on n'élit pas de présidence sur le Handisub, ils sont nommés par le comité directeur. Voilà. Ouais. Alors, du coup, j'ai une autre question qui porte plutôt sur les objectifs, en fin de compte, hein. Donc, c'est Yannick qui dit bonjour à tous, bonsoir Renaud. Quels sont vos grands objectifs de mandature? Quels sont les axes principaux sur lesquels vous souhaitez donner une nouvelle impulsion? Alors, évidemment, c'est pendant 6 mois que les choses seront définies pour l'ensemble de la mandature. Dans un premier temps, de toute façon, il fallait redonner confiance à l'ensemble des acteurs. Il fallait redistribuer finalement les financements de manière équitable. Et ce qu'on a voulu, parce que le plan qu'on a mis en place était un petit peu ambitieux, mais évidemment, il sera révisable déjà au bout d'une année, c'est qu'on a élargi en fait les subventions à l'ensemble des commissions. Ça, c'est une vraie nouveauté. Et qu'on va financer toutes les commissions à partir du moment où il y a de la formation de cadre, parce que c'est le sens logique d'un traitement équitable pour tous, sachant qu'il n'y a pas une commission qui vaut plus qu'une autre. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Alors, j'ai pour ma part voulu supprimer par contre la prime lauréat. Je vais m'expliquer un petit peu. Euh, donc, il existait une prime lauréat, c'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, un, un candidat lambda passait sa formation de moniteur et puis quand il avait son diplôme, on lui remettait un chèque pour le remercier de l'effort qu'il avait fait. J'ai estimé qu'il n'était pas juste. Euh, Cette prime était inégale parce que c'est sans compter pour ceux qui, par exemple, n'arrivent pas au bout et qui pourtant ont fait l'effort de la formation. Et j'ai surtout estimé que recevoir un chèque en fin de formation,
tout en ayant finalement assumé les coûts de formation de manière totale durant toute sa formation, c'était un peu dommage. Donc j'ai préféré effectivement augmenter le soutien à la formation par un financement un peu plus important, c'est-à-dire faciliter tout simplement l'accès à la formation pour le plus grand nombre. Et puis on verra effectivement, parce que c'est pas abandonné non plus, qu'il puisse y avoir une reconnaissance néanmoins une fois que les gens auront obtenu leur diplôme. Mais il n'est pas écrit comme il l'a été jusqu'à maintenant. Euh, L'autre ambition, ce serait, je ne sais pas si vous avez vu la carte un petit peu de la région Rhône-Alpes, on a une région très diversifiée, avec des zones qui sont à la fois très denses en termes de licenciés des clubs et d'autres qui le sont beaucoup moins. Hein, je vais en prendre un, par exemple, je vais prendre le Cantal, où vous avez deux clubs sur le département. À l'inverse, par exemple, sur le Rhône, le nom vient de m'échapper, mais on en a 60, je sais combien, 70, non? J'ai J'arrive vu pas. Enfin 70, voilà, ouais, 70, ça doit oui. être ça. Mm. Vous voyez un petit peu la différence qu'il peut y avoir d'un département à l'autre. Et une des ambitions, c'est justement d'essayer de mutualiser un petit peu les moyens pour que finalement des gens qui sont dans un département un petit peu déshérité puissent néanmoins profiter euh, d'une organisation comme la CTI 69, où là, il y a beaucoup de cadres, c'est très, très organisé. Et voilà, pour que tous puissent se faire et qu'on soit à peu près à égale chance pour pouvoir suivre et évoluer dans nos passions. Donc ça, c'est un axe aussi. Après, il y a forcément les politiques nationales qui rentrent en ligne de compte. C'est le sport santé, qui est une priorité nationale. Euh, il y a l'apnée, mais c'est un peu plus contextuel. Euh, L'apnée est une discipline d'abord très visible et qui, ces dernières années, on a un peu moins vu sur le devant de la scène et qu'il serait bien qu'on puisse aider et accompagner pour qu'elle redevienne voilà, une discipline phare vue du public. Mais il y a pas, il se passe pas en fait des mois sans qu'il y ait des remises en question, des choses qui changent. Vous avez par exemple le tir sur cible, les championnats du monde qui a eu lieu à Tunis il n'y a pas longtemps, et on a un club finalement du Rhône qui est devenu championnat du monde des clubs, et un de ses membres aussi qui est devenu champion du monde. Donc, vous voyez que la portée, en fait, des actions qui sont menées, on va à un moment donné aussi leur donner lumière en fonction de l'événement qu'on connaît. Donc, tout ça fait partie des choses qui sont sans arrêt en mouvement lorsqu'on prévoit les choses. Je résume, hein, un axe de financement un peu plus générique à travers toutes les commissions, un axe fort de mutualisation des moyens Ouais. à travers les départements. Mhm. Et enfin, une déclinaison nationale, en fin de compte, des grandes activités comme le sport santé, l'apnée, ou des opportunités comme celle du tir sur cible. Par exemple, ouais, tout à fait. Bien. Je reviens un petit peu sur des questions un peu plus basiques sur la partie comité. Ouais. Tu nous parlais d'un salarié. Est-ce que donc il y a réellement qu'un seul salarié? Est-ce que toi, en tant que président, tu touches quelque chose? Ah non, alors moi je suis, à la base je suis un licencié qui a évolué vers la présidence de mon club, qui a fait de la formation pour arriver jusqu'au MFA. Et tout au long de mon parcours et encore aujourd'hui, reste un bénévole au même titre que n'importe quel bénévole de la fédération. Euh, D'où d'ailleurs peut-être le besoin d'une salariée. Et nous avons une salariée qui est en temps partiel au comité Aura et qui nous aide évidemment à gérer l'ensemble des demandes qui arrivent à peu près tous les jours. Donc elle travaille 4 jours. On a modifié un petit peu son contrat de travail pour l'intégrer au mieux dans la vie associative. Donc elle reçoit les comptes rendus des réunions de comité. Elle participe vraiment alors pas aux décisions évidemment puisque c'est pas dans son rôle, mais en tout cas elle est vraiment
on a vraiment voulu la mettre au milieu de ce qui se passe pour que, quand on lui pose une question, elle sache de quoi il s'agit. Hein. Et elle le vit assez bien, donc c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on a fait, sans rentrer dans le détail, elle était en situation de salarié isolé. Hein. Quand vous avez un salarié qui est dans un endroit tout seul, il y a une contrainte légale, y compris. Et donc, on veut aussi le bien-être des gens avec qui on travaille. Donc, en fait, on lui a fait un mi-temps de son temps partiel en télétravail et avec une permanence néanmoins au local à Villeurbanne. En termes d'accès, si on veut accéder au comité, en termes d'information ou poser des questions ou quoi que ce soit, comment ça se passe? Il y a un site, il y a des adresses. Est-ce qu'il y a un local spécifique? Il y a un endroit physique où on peut vous rencontrer? Alors, Dis-nous en plus là-dessus. le comité du patrimoine, parce qu'effectivement, on a un local, qui est un ancien appartement, euh, où travaille d'ailleurs Élise, le salarié du comité. Euh, bon, c'est un endroit qui permet des réunions, mais pas en nombre très important, mais c'est surtout un endroit voilà, où on vient faire un peu de travail technique. Moi, j'y vais souvent le lundi, par exemple, parce que c'est mon jour de congé, parce que je suis salarié comme beaucoup d'autres. Et donc, je profite de cette journée pour aller travailler avec elle sur différents sujets. Euh, Évidemment, on a un site. Alors, c'est un site, pour ceux qui connaissent, un site développé VP Euh, Ça a été un choix parce que ça reste un site qui est très communicant, et c'est le gros avantage de cette solution. Il est de toute façon en déploiement euh, parce que il y a encore des choses qui sont pas abouties. Il n'y a pas assez de communication, c'est-à-dire que moi, ce que je voudrais évidemment, c'est que par exemple le calendrier du comité relate en fait, reprenne toutes les actions qui sont organisées par les différentes commissions, voir les événements importants qui se font sur la région, pas seulement par les commissions. Et donc ça, c'est en cours d'amélioration, de mise en œuvre. Mais en tout cas, déjà sur le site, vous pouvez trouver évidemment euh, la composition du comité, hein, on est 23. Vous pouvez y trouver tous les comptes rendus de comité directeur et on s'est fait en fait une obligation. Euh, Logiquement, un compte rendu de comité directeur, c'est un peu ce qui se fait partout. Il est rédigé évidemment à la fin du comité et il est validé à la réunion suivante. Mais vous avez compris qu'avec une fréquence de 5, 6 réunions par an, ça veut dire que souvent 3 mois de délai entre le moment où il y a eu une première réunion et une deuxième où on valide le PV, parce que c'est seulement une fois qu'il est PV qu'il peut être rendu public. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une décision, c'est-à-dire on essaye de le valider sous 15 jours de manière à ce que le licencié, s'il a besoin ou s'il veut avoir accès à l'information de ce que fait le comité, etc., ben, il aura simplement un retard de 15 jours, qui est le délai qui nous permet, nous, de valider entre nous le PV. Voilà, donc ça fait partie des choses. On veut des outils qui soient plus rapides, plus accessibles, là, on vient y compris d'opter pour une solution, je ne sais pas si vous connaissez euh, Google Non-Profit, en fait, Google a un petit programme pour les associations à but non lucratif où il met en place des outils gratuitement tels que messagerie, lieu de stockage, visioconférence. Et donc, on est en train de doter le comité de ça parce que c'est des outils collaboratifs qui nous permettront d'avancer plus vite, d'avoir une meilleure logistique et puis forcément ben, de répondre sur le site plus rapidement à toutes les demandes qu'il peut y avoir. Ah, je vais vous donner aussi un autre exemple parce que ça sort un peu de ce contexte-là. Chaque comité, qu'il soit départemental ou régional, a aussi sa liberté. Il a une certaine latitude dans son organisation. Et je vais vous citer un exemple qui est celui, alors, évidemment, que je connais bien puisque j'en étais à la présidence, c'est le CODEP 69. On avait eu des réunions de présidents et bon,
on a bien compris à un moment donné qu'il y avait une demande qui était latente, à savoir qu'il y avait des petits clubs qui voulaient organiser des sorties des sorties mers, hein, des sorties plongées avec leur club, mais qui, parce qu'ils étaient petits, finalement, n'arrivaient pas à obtenir des tarifs intéressants auprès des clubs où ils allaient sur la côte. Et c'est de là que est venue l'idée de monter un partenariat avec un certain nombre de clubs où le comité départemental achetait finalement des plongées d'avance. Évidemment, vu le volume acheté, puisqu'on on était à 250 plongées, puis on est monté à 750 parce qu'il y a plus de clubs. Euh, Ça permet de négocier avec le club des tarifs attractifs et on les revendait au prix coûtant, et on le revend d'ailleurs, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, on le revend au prix coûtant au club qui va le faire des sorties. Donc c'est quoi? C'est utiliser les ressources à un moment donné d'un organisme déconcentré pour rendre service de la manière la plus, je dirais, la plus neutre, euh, la plus généreuse qui soit au club, dans la mesure où en fait on ne fait que voilà, se servir de notre force pour la rendre aux autres. Et voilà. Alors, pourquoi je cite ça? Parce que c'est-à-dire que n'importe quel CODEP ou comité peut organiser à un moment donné une action, ou mener une campagne, ou faire ce qu'il veut à partir du moment. Et évidemment, le seul juge au bout de la chaîne, c'est le président du club. Puisque c'est lui qui approuvera à l'Assemblée générale la politique menée par le comité et qui donnera son quitus. Donc, ton comité aujourd'hui, en termes de représentativité à travers les départements, est-ce que c'est divers ou comment Alors, ça se passe? Tu peux nous en parler? la construction d'une liste, c'est compliqué. C'est compliqué, ça l'est encore plus au niveau régional. Il y a des contraintes liées notamment à la mixité. C'est une fois de plus statutaire, donc on est obligé de s'y contraindre. Mais on avait aussi deux autres ambitions. La première, c'est une représentativité la plus large possible de l'ensemble des départements. Et en deuxième lieu, une représentation des différentes disciplines, c'est-à-dire en fait une multitude de spécialités qui viennent s'agglomérer pour former le comité et lui donner de la matière. Donc c'est pour ça qu'on a des gens qui sont issus. On n'a pas pu faire du un pour enfin, en fonction des tailles, parce qu'on peut faire ça à la proportionnelle par rapport au nombre de clubs, hein. Mais on n'a pas pu rendre, je crois qu'il y a deux départements qui sont pas représentés, et le Cantal en fait partie. Euh, mais, mais voilà, sinon, tous les autres départements, on a des représentants de ces départements dans le comité. On a des représentants du sport du haut niveau, on a des représentants de la NAP, on a des représentants de l'apnée, enfin, de la technique. Voilà. On s'est doté, en fait, de personnalités à compétences variées et multiples, chacun dans des champs différents pour pouvoir simplement, lorsqu'on a une décision, une réflexion à mener sur tel ou tel sujet, on a déjà euh, la personne ad hoc qui est capable de nous renseigner au mieux de la situation. Puis après, on a monté, y compris euh, des responsables de pôle. On regroupe plusieurs activités, comme par exemple le culturel, le sportif, sont des pôles particuliers, c'est-à-dire chaque commission et chaque président de commission est totalement responsable de sa commission. Et il ne s'agit pas de lui enlever ce pouvoir-là, c'est super important. Au contraire, il faut qu'il soit moteur. Mais on a estimé qu'effectivement, au niveau, par exemple, culturel, ce serait bien qu'on ait un référent qui puisse regrouper en fait, ces différentes commissions pour pouvoir, dans des cas particuliers, les mettre en avant, ou faire une communication. Donc, voilà, on a cinq pôles, pardon, qui se déclinent comme ça, mais qui viennent en support, et qui viennent en support pour nourrir la réflexion du comité et pas se substituer au président de commission. D'accord. Comment tu fonctionnes, comment le comité fonctionne vis-à-vis des différents CODEP? Est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place? Donc, j'ai compris à travers les présidents, ça va être les AG, par exemple. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place à travers les CODEP? Alors, il faut savoir que les CODEP sont des associations
euh, à personne morale. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de lien directement hiérarchique. Je ne peux pas imposer à un CODEP un certain nombre de choses. Je peux lui imposer des éléments qui correspondraient en fait à la convention qui a été signée entre le national, donc la fédération qui a reconnu en fait cette association comme une organisation inodée, déconcentrée. Et donc, et forcément, dans cette labellisation ou cette convention, on est tenu de respecter un certain nombre de choses. Et c'est le seul pouvoir, en fait, qu'on pourrait avoir, c'est celui de voilà, veiller à ce que ces obligations soient respectées. À côté de ça, il n'y a aucun lien hiérarchique. Cela dit, on travaille tous pour la même chose. Et heureusement d'ailleurs. Donc, forcément, nous, ce qu'on a mis en place, on a déjà d'ailleurs fait une réunion avec tous les présidents de Québec. Et puis, on en fera d'autres parce que c'est pour moi essentiel que, de toute façon, une région, comme je vous dis, elle a un rôle de coordination. Elle n'est pas hiérarchique, mais elle est pratique. Ça passe forcément par un retour des échanges. Et puis alors, dans le comité directeur, on a des présidents de CODEP qui n'ont pas été choisis pour ça d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont été élus ben là, il y a quelques semaines. Mais on a déjà des présidents dans le CODEP, dans le comité. Donc la relation, elle va se faire de manière assez naturelle. Je reviens un petit peu sur le principe des AG. C'est les présidents qui vont élire. Est-ce qu'un licencié quelconque peut venir à ces AG? Alors, un licencié peut aller. Euh, alors, de toute façon, oui, il peut y aller. Il n'aura pas droit de vote, par contre. C'est-à-dire, Oui, il peut être auditeur et venir à une assemblée, il s'inscrit. Alors, généralement, le mieux, mais d'un point de vue pratique, c'est qu'il passe par son président. Parce qu'un club peut venir avec plusieurs représentants. Il n'y en aura qu'un qui vote, mais il peut venir à plusieurs. S'il y en a qui ont vocation à vouloir voir un peu comment ça se passe et voir peut-être aussi investir ce genre de mission, c'est plutôt une bonne idée. Mais en tout cas, il n'aura pas le droit de vote. Mais il a le droit de siéger. bon, c'est parfait. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Je vois qu'il n'y en a pas d'autres sur le chat. Merci de ton intervention, Renaud. Très intéressant hein, d'avoir un peu plus d'informations sur le comité oral, le fonctionnement, l'équipe qui est là. Donc, tous ces bénévoles hein, qui agissent pour nos loisirs, justement. Donc, c'est parfait. Je remercie tous. Je tiens à signaler que la prochaine session, ça sera donc le 6 décembre. C'est Anne Ekens, donc du comité Bretagne, qui nous parlera des œdèmes pulmonaires d'immersion. Donc, elle a déjà fait des interventions sur le site Bretagne qui sont disponibles, mais elle viendra directement nous parler de cet accident de l'OPI et nous donner j'espère, de nombreux détails sur cet accident particulier. Voilà. Merci encore, Renaud. Je Je vous clôt en donc prie. le PVDM, premier PVDM de décembre, et je vous dis bonsoir à tous. Merci beaucoup.